L'odeur d'huile de moteur et de café était devenue le rituel matinal de Gabriel Price. 25 ans d'opération dans les Delta Force. 18 pays, plus de missions classifiées qu'il n'en pouvait compter. Et maintenant, il restaurait des motos vintage dans un entrepôt reconverti au sud-est de Portland. La transition n'avait pas été facile. Rien ne l'était jamais quand on échangeait un fusil contre une clé à molette, les zones de combat contre les trajets scolaires. « Papa, tu vas encore être en retard ?» Son fils aîné, Matthew, 10 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte de l'atelier, son sac à dos déjà enfilé, ses cheveux noirs étaient encore mouillés de la douche. Le gamin avait les yeux de sa mère, vifs, observateurs, ne manquant rien. Gabriel jeta un coup d'œil à l'horloge fixée au-dessus de son établi. « C'est North Fenitrice. L'école commençait à 8h15. Ton frère est prêt ?» Il est prêt depuis 20 minutes. Il répète sa présentation. Lucas, 8 ans, avait hérité de l'intensité de Gabriel, mais il la canalisait différemment, là où Gabriel avait appris à se déplacer dans l'ombre et à éliminer des cibles. Lucas mémorisait des faits sur le système solaire et construisait des villes élaborées en Lego, des guerres différentes. Des champs de bataille différents, Gabriel s'essuya les mains sur un chiffon, le tissu cicatriciel sur ses articulations accrocha la lumière fluorescente, certaines blessures ne s'effaçaient jamais complètement. « Allons-y !» Le trajet jusqu'à l'école primaire Riverside prenait 12 minutes dans la circulation matinale. Gabriel l'avait chronométré de 47 façons différentes, connaissait chaque itinéraire alternatif, chaque point de congestion potentiel. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Même quand la mission consistait seulement à déposer les enfants à l'école, Matthew et Lucas se disputaient sur quel super-héros gagnerait dans un combat, Thor ou Iron Man. Pendant que Gabriel naviguait dans les rues, ses yeux balayaient constamment les intersections, les voitures garées, les piétons. L'entraînement ne vous quittait jamais, pas plus que la conscience que le monde recelait des dangers que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. « Je vous aime, les gars », dit Gabriel tandis qu'il descendait de son pick-up Ford de 2009. « On t'aime aussi, papa », répondirent-ils en chœur. Déjà en train de courir vers l'entrée où leurs amis se rassemblaient, Gabriel les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'intérieur. Chaque fois, il regardait jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les voir. L'atelier de Moto Price Customs était opérationnel depuis 2 ans. Son associé, Brett Gifford, ancien Marine Recon, gérait la plupart des interactions avec les clients tandis que Gabriel se concentrait sur le travail technique. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan, saigné ensemble en Syrie, et maintenant, ils construisaient de belles machines qui allaient de vite et paraissaient dangereuses sans blesser personne. « Bonjour, rayon de soleil », dit Brett, déjà à sa 3e tasse de café, en travaillant sur un carburateur d'une Triumph Bonneville de 1972. Cet avocat a rappelé « Il veut sa moto prête pour vendredi pour un événement caritatif. »« Dis-lui samedi ?» ?»« Je l'ai fait. Il a offert 500 $ de plus. » Gabriel réfléchit. 500 $ signifiait de nouvelles crampons pour la saison de foot de Matthew et le kit scientifique avancé que Lucas avait repéré. Vendredi, alors la matinée se dissolut dans le travail, outils de précision, pièces chromées, la méditation de la perfection mécanique. Gabriel avait appris dans l'armée que le chaos pouvait être contrôlé, que la violence pouvait être dirigée, que tout avait un schéma si on observait assez attentivement. Les motos fonctionnaient sur le même principe. Comprendre le système, entretenir les composants, respecter la puissance. Son téléphone sonna à 11h37, numéro inconnu. « Price ? Monsieur Price ? Ici le détective Nelson Sears de la police de Portland. J'ai besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital Sacred Heart. Il y a eu un incident impliquant vos fils. » L'atelier bascula, la main de Gabriel se crispa sur le téléphone. Sa voix resta stable malgré la glace qui inondait ses veines. « Quel genre d'incident ? Monsieur, je préfère vous l'expliquer en personne. Dans combien de temps pouvez-vous être là ? Que s'est-il passé ? » Le détective Sears exhala lentement. « Vos fils ont été attaqués près de l'école vers 10h30. Ils sont dans un état critique. Je suis à l'hôpital maintenant. Combien de temps vous faudra-t-il pour arriver ?» Gabriel ne se souvenait pas du trajet. Un instant, il était dans son atelier. Le suivant, il poussait les portes des urgences. Brett un demi-pas derrière lui. Les lumières fluorescentes paraissaient trop vives. Tout bougeait trop vite et trop lentement à la fois. Le détective Sears se tenait près du poste des infirmières, la cinquantaine. Costume gris, l'expression usée de quelqu'un qui avait vu trop de pires moments de l'humanité. « Monsieur Price, où sont-ils ? » « Au 4e étage, ICU, avant qu'on monte. Je dois vous préparer ? J'ai vu pire. » La voix de Gabriel sortit plate.
Contrôler, c'était la voie qu'il utilisait pour appeler des frappes aériennes, pour prendre des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde. Pas comme ça, pas vos propres enfants. La montée en ascenseur dura une éternité. Sears compléta les détails. Matthew et Lucas avaient quitté l'école pendant la récréation du matin. Apparemment, Lucas avait oublié son projet scientifique à la maison. Ils avaient démarché les 4 pâtés de maison pour rentrer, un trajet qu'ils avaient fait des dizaines de fois. Quelque part entre l'école et leur maison, ils ont croisé des membres d'un gang de rue locale, les North Kings, dit Sears, tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. 30 membres au total, opérant dans le quartier industriel près de votre atelier. Nous ne savons pas pourquoi ils ont ciblé vos garçons. Les North Kings se cantonnent habituellement aux disputes de territoire pour la drogue, aux raquettes de protection. Ça ne correspond pas à leur mode opératoire. 2 enfants. En pleine matinée, dans un quartier résidentiel, ils marchèrent dans un couloir qui sentait l'antiseptique et la peur. À travers une vitre, Gabrielle vit son ex-femme, Shannon Fisher, assise dans une salle d'attente, sa sœur Ramona à ses côtés. Shannon leva les yeux quand Gabrielle approcha, son visage strié de larmes, son expression passant du chagrin à la rage. « Où étais-tu » Elle se leva, sa voix se brisant. « Tu es censé les protéger ? C'est ce que tu fais ?»« Non, tu es le grand héros des Delta Force. Où étais-tu quand ils avaient des besoins de toi ?» Gabrielle absorba les mots comme des balles. Chacun toucha, mais il ne les laissa pas pénétrer. « Laisse-moi voir mes fils. » Un médecin émergea d'une des chambres. Dr. Alice Lake. Selon son badge, la quarantaine avancée, yeux épuisés, du sang sur sa tenue qu'elle n'avait probablement même pas remarqué. « Monsieur Price, je suis la chirurgienne traumatologue. Vos fils ont subi des blessures graves, fractures multiples du crâne, hémorragie interne. Os brises, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais les prochaines 48 heures sont critiques. Ils sont tous les 2 dans un coma médicalement induit pour réduire l'œdème cérébral. Puis-je les voir ?» Le docteur Lake hocha la tête et le conduisit à la première chambre. Matthew gisait dans le lit, sa tête enveloppée de bandages, des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient et ronronnaient. Son visage était gonflé, contusionné, violet et noir. Son bras gauche était dans un plâtre, un ventilateur respirait pour lui. La deuxième chambre contenait Lucas, même bandage, même machine, même respiration artificielle. Plus petit, plus jeune, paraissant encore plus fragile. Gabrielle se tenait entre les 2 chambres, regardant à travers les vitres ses fils. Ses mains ne tremblaient pas, sa respiration restait stable, mais quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait gardé soigneusement contrôlé pendant 2 ans, se déverrouilla et s'étendit. « Les membres du gang ont utilisé des tuyaux métalliques, » dit doucement le détective Sears en se tenant à ses côtés. « Nous en avons trouvé 3 abandonnés, 2 pâtés de maison plus loin. Ils voulaient que vos garçons souffrent. Monsieur Price, c'était délibéré, méthodique. C'était un message. Quel message ? C'est ce que j'essaie de découvrir. Vous avez des ennemis ? Quelqu'un de vos jours dans l'armée qui pourrait s'en prendre à vous à travers votre famille. » Gabrielle secoua lentement la tête. Son service dans les Delta Force avait été compartimenté, classifié. Son vrai nom n'avait jamais été utilisé dans des contextes opérationnels. Non, des disputes récentes, des problèmes d'affaires, des incidents de rage au volant. Quelque chose qui pourrait vous avoir mis sur le radar de quelqu'un. Non, mais Gabrielle réfléchissait déjà, analysait déjà. Les North Kings opéraient dans son quartier, son atelier était sur leur territoire. Il les avait vus autour, de jeunes hommes en rouge et noir, des marqueurs territoriaux peints à la bombe sur les murs, la danse prudente du pouvoir de la rue. Il les avait ignorés parce qu'ils l'avaient ignoré. Un des intérêts professionnels mutuels qui avait apparemment changé. Shannon apparut à ses côtés, regardant à travers la vitre Matthew. Ils ont dit qu'ils pourraient ne pas se réveiller. Même s'ils le font, il pourrait y avoir des dommages cérébraux. Nos bébés, Gabriel, nos bébés. Elle s'appuya contre lui et Gabrielle passa son bras autour d'elle. Ils avaient en divorcé 3 ans plus tôt. Des vies incompatibles, des visions différentes de l'avenir, la dissolution habituelle, mais en cet instant, ils étaient unis de la seule façon qui comptait. « Je vais arranger ça ?» dit doucement Gabrielle. Shannon recula, scrutant son visage. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais arranger ça ?» Le téléphone du détective Sears sonna. Il s'éloigna, parla doucement, puis revint avec une expression mêlant inquiétude et curiosité. « On vient de recevoir un appel ? Quelqu'un a vu l'attaque. A pris une vidéo depuis la fenêtre de son appartement. Il nous l'envoie maintenant. » Ils se déplacèrent dans une salle de conférence. Sears alluma son ordinateur portable, ouvrit le fichier vidéo.
Les images étaient tremblantes, filmées de 3 étages plus haut, mais assez nettes. Matthew et Lucas marchant sur le trottoir, Lucas portant son projet scientifique, un modèle du rover martien, une voiture s'arrêtant à côté d'eux, berline noire mat aux vitres teintées, 6 hommes en descendant, vêtus de rouge et noir, les garçons s'arrêtant, Confus, l'un des hommes disant quelque chose, Matthew se plaçant devant son jeune frère, puis les tuyaux sortirent, Gabriel regarda tandis qu'il battait en ses fils, Matthew essaya de se défendre, de protéger Lucas, Lucas hurla à l'aide, les hommes riaient, on pouvait le voir dans leur langage corporel, c'était un divertissement pour eux, quand Matthew et Lucas furent tous les deux au sol, ne bougeant plus, les hommes les frappèrent encore quelques fois à coups de pied, remontèrent en voiture et partirent. Toute l'attaque dura 93 secondes. « Nous avons une plaque partielle, dit Sears. Nous traquerons le véhicule. Nous trouverons ces types, Monsieur Price. Je vous le promets. » Gabriel ne dit rien. Il mémorisait les visages, cataloguait les détails. Le leader était facile à identifier. Celui qui avait parlé à Matthew en premier, qui avait ri le plus fort, qui avait donné le dernier coup de pied aux côtes de Lucas. Hispanique, début de la vingtaine. Tatouage en forme de larme sous l'œil gauche, les couleurs des North Kings bien visibles. « Nous aurons besoin que vous restiez disponible pour des questions, » poursuivit Sears, « et je veux assigner une protection à votre maison. Au cas où... » « Non, Monsieur Price, si ce gang a ciblé vos enfants, il pourrait... » « Pas de police chez moi. » Gabriel se leva, ses mouvements contrôlés, économe. « Merci pour les informations. Détective, si vous avez besoin de moi, appelez. » Il sortit de l'hôpital. Brett le suivit. Ils ne parlèrent pas avant d'atteindre le parking. « Tu vas les pourchasser ?» dit Brett. Ce n'était pas une question. « Oui, tout le gang, tous les 30 membres. C'est ce que je pensais. » Brett déverrouilla son pick-up. « Je vais commencer à passer des appels. Tu vas avoir besoin d'équipement et probablement quelqu'un pour couvrir tes arrières. Je travaille seul sur ça ?» Brett secoua la tête. « Frère, je t'ai suivi dans pire. Cette fois ne sera pas différente. En plus, tu auras besoin d'infos ? J'ai encore des contacts dans la police locale qui me doivent des faveurs. Laisse-moi faire ce que je fais le mieux. » Gabriel regarda son ami, son frère, en tout point important. « Merci. Ne me remercie pas encore. On n'a même pas commencé. » Les 6 heures suivantes furent consacrées à la préparation. Gabriel rentra chez lui, descendit au sous-sol que Shannon ne connaissait pas, celui sous le sous-sol plus récent, qu'il avait construit lui-même, béton armé et acier, accessible seulement par une porte cachée derrière le chauffe-eau. À l'intérieur se trouvaient les outils de sa vie précédente, des armes qu'il avait acquises légalement et d'autres dont il ne pouvait discuter légalement, équipements de communication, gilet pare-balles, vision nocturne, matériel de surveillance, fournitures médicales, tout organisé, entretenu, prêt à être déployé, parce que Gabriel avait appris tôt dans sa carrière que la préparation séparait les vivants des morts. Il disposa l'équipement méthodiquement, Sig Sauer P226 avec silencieux, couteau Ka-bar, ménotaire flexible, kit de traumatologie, brouilleur de téléphone portable, jeu de crochetage, coupe-vert, corde d'escalade. Le poids familier de l'équipement le centrait, le focalisait. C'était la langue qu'il parlait le plus couramment, la langue de la violence contrôlée, de l'élimination stratégique, de l'ablation chirurgicale des menaces. Son téléphone vibra. Brett avait envoyé 3 messages textes, chacun contenant des informations sur les membres des North Kings, leurs adresses connues, leurs associés, leurs routines, bonne intelligence, solide reconnaissance, la base de toute opération réussie. Gabriel étudia les informations, construisant une carte mentale, 30 membres de gang. La plupart vivaient dans un rayon de 3 pâtés de maisons dans le quartier industriel. Ils opéraient depuis une usine textile abandonnée, leur quartier général, leur lieu de réunion, leur marqueur territorial. Le nom du leader était Ricardo Maldonado, 23 ans, multiples antécédents d'agression, possession de drogue, port d'armes, jamais condamné pour quoi que ce soit de grave parce que les témoins avaient tendance à se rétracter ou à disparaître. Cela allait changer. À 21h47, Gabriel quitta sa maison par la porte arrière. Il changea de vêtements, pantalon tactique sombre, chemise à manches longues noires, bottes silencieuses. Il conduisit un véhicule différent, une Honda Civic de 2003 qu'il gardait dans un box de stockage pour exactement ce genre de besoin. Anonyme, banal, oubliable, le quartier industriel était calme après la tombée de la nuit, entrepôts et usines. La plupart abandonnés ou fonctionnant avec des équipes réduites, territoire parfait pour un gang. Beaucoup d'espace.
Peu de témoins, temps de réponse de la police mesuré en minutes plutôt qu'en secondes. Gabriel se gara 6 pâtés de maison plus loin, approcha à pied, il se déplaça dans les ombres comme il l'avait fait à Fallujah, Mossoul. Kandahar, environnement différent. Même principe, observer sans être observé. Comprendre le schéma, identifier la faiblesse. L'usine textile se dressait au bout d'une impasse, 3 étages de briques effritées et de fenêtres brisées, lumières au rez-de-chaussée, musique jouant, basse lourde, voix portant dans l'air nocturne. Gabriel compta 12 véhicules dans le parking environnant, allant de berlines déglinguées à des SUV coûteux probablement achetés avec l'argent de la drogue. Il fit le tour du bâtiment, notant les entrées, les sorties, les mesures de sécurité. Il n'y en avait pas beaucoup. Les North Kings étaient arrogants, confiants dans leur territoire, convaincus de leur invincibilité. Ils avaient battu 2 enfants presque à mort en plein jour. Ils se croyaient intouchables. Gabriel s'approcha plus près, utilisant des voitures abandonnées comme couverture. À travers une fenêtre du rez-de-chaussée, il pouvait voir les membres du gang à l'intérieur, bouvantes, fumant, célébrant. L'un d'eux avait les pieds sur une table, racontant une histoire qui faisait rire les autres. Gabriel le reconnut de la vidéo, l'un des porteurs de tuyaux. Il leva son téléphone, prit des photos, documenta les visages, les positions, les armes visibles, rassemblement d'intelligence, compréhension du champ de bataille. Puis il vit Ricardo Maldonado, les leaders, assis sur ce qui ressemblait à un trône fait de palettes couvertes de tissu rouge. Plus jeune que Gabriel ne l'avait attendu, mais se tenant avec l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. Il parlait à 2 autres membres du gang, gesticulant avec animation, riant. Gabriel prit plus de photos, puis il se retira, repartant dans les ombres vers sa voiture. C'était seulement de la reconnaissance. L'opération réelle commencerait demain. À 2h14, Gabriel rentra chez lui. Il téléchargea les photos sur son ordinateur portable, les croisa avec les informations fournies par Brett, construisit des profils détaillés de chaque cible. À 4h30, il avait un plan opérationnel complet. Il dormit 90 minutes, assez pour maintenir les fonctions cognitives, pas assez pour perdre du temps. À 6h, il appela l'hôpital. Matthew et Lucas étaient stables mais inchangés, toujours dans le coma, toujours luttant pour leur vie, tandis que les machines respiraient pour eux. Gabriel se doucha, s'habilla en civil et alla au café 3 pâtés de maison de l'usine textile. Il s'assit près de la fenêtre avec un journal et une tasse de café noir, observant la rue. À 7h23, les premiers membres des North Kings émergèrent de l'usine. 4 d'entre eux, montant dans un escalade noir, Gabriel les photographia discrètement, puis les suivit à distance quand ils démarrèrent. Ils se rendirent dans un quartier résidentiel, se garèrent devant une petite maison où ils frappèrent à la porte. Un homme hispanique plus âgé répondit, son expression passant de la confusion à la peur en voyant qui étaient ses visiteurs. De l'argent changea de main, un paiement de protection, réalisa Gabriel. Le gang collectait leur tribut hebdomadaire. Gabriel les suivit à 3 autres endroits. Même schéma à chaque fois, intimidation. Collecter, départ. À midi, il avait documenté tout leur itinéraire matinal, identifié leur calendrier de collecte, compris leur rythme opérationnel. C'est alors qu'il fit son premier mouvement. Les North Kings se séparèrent après leur collecte. 2 membres allèrent dans un fast-food. Les 2 autres se rendirent dans un centre commercial. Gabriel suivit la paire du centre commercial. Plus facile à isoler, moins de témoins. Ils se garèrent derrière le centre, près des quais de chargement. L'un alluma une cigarette, s'appuyant contre l'escalade. L'autre entra à l'intérieur, probablement pour utiliser les toilettes ou conclure une affaire de drogue. Gabriel approcha par derrière, silencieux, invisible. Sa main se plaqua sur la bouche du premier membre du gang avant qu'il ne puisse réagir. L'homme se débattit, essaya de crier, mais l'avant-bras de Gabriel était sur sa gorge, coupant l'air et le son. 30 secondes plus tard, l'homme s'affaissa, inconscient, pas mort, pas encore. Gabriel le menotta avec des flexibles, le bâillonna, le traîna dans le coffre de la Civic, puis il attendit. Le deuxième membre du gang émergea du centre 5 minutes plus tard. Regardant son téléphone, envoyant des textos, il ne vit jamais Gabriel jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même technique, même résultat. Les 2 hommes sécurisés dans le coffre. Gabriel conduisit jusqu'à un entrepôt abandonné qu'il avait repéré plus tôt, à 5 km de là, complètement isolé. Il avait déjà préparé l'espace, chaînes boulonnées aux colonnes de soutien, bâches plastiques sur le sol, outils disposés avec précision chirurgicale,
Les membres des North Kings se réveillèrent dans un cauchemar. Gabriel ne leur parla pas, n'expliqua pas, il retira son masque, voulait qu'ils voient eux son visage, qu'ils sachent qui faisait ça. Il leur montra des photos de Matthew et Lucas dans leur lit d'hôpital, les laissa comprendre le lien, puis il posa des questions simples. Où vit Ricardo Maldonado? Où le gang garde-t-il ses armes? Qui d'autre était impliqué dans l'attaque contre mes fils? Le premier homme essaya de jouer les durs, cracha sur Gabriel, l'insulta de tous les noms. Gabriel lui brisa 2 doigts avec précision chirurgicale, assez de douleur pour surmonter la bravade. Pas assez pour l'empêcher de répondre aux questions. Le deuxième homme fut plus intelligent, il parla immédiatement, donna des adresses, des numéros de téléphone, des horaires, tout ce que Gabriel avait besoin de savoir sur l'opération des North Kings. Quand Gabriel eut extrait chaque information utile, il prit sa décision. C'étaient les hommes qui avaient battu ses fils. Il les avait vus dans la vidéo, riant pendant que des enfants saignaient. Il ne leur montra aucune pitié. À 22h ce soir-là, le détective Sears reçut un appel anonyme sur un incendie dans un entrepôt abandonné. Quand les pompiers éteignirent le brasier, ils trouvèrent 2 corps à l'intérieur, brûlés au-delà de la reconnaissance. Les seules marques identifiables étaient les tatouages des North Kings visibles sur leur peau carbonisée. Gabriel était déjà passé aux cibles 3 et 4. Les 48 heures suivantes devinrent une élimination systématique. Gabriel opéra avec la précision apprise dans les Delta Force. Planifier, exécuter, extraire, répéter, il identifia les membres des North Kings, les isola, extrait des informations et les retira de l'équation. Certains, il les prit par paire, d'autres seuls. Il varia ses méthodes, faisant ressembler chaque disparition à quelque chose de différent, chaque mort assez ambiguë pour que la police ne puisse pas les relier immédiatement. Un accident de voiture ici, une overdose de drogue là, un membre du gang disparu simplement. Son corps fut découvert plus tard dans une benne industrielle avec des preuves de torture qui mirent mal à l'aise les détectives chevronnés. Gabriel travailla sur ses cibles avec une efficacité méthodique. Il cartographia la routine de chaque membre du gang, connaissait leurs habitudes, comprenait leurs faiblesses. Les North Kings avaient opéré en toute impunité si longtemps qu'ils étaient devenus prévisibles, paresseux. Ils ne le virent jamais venir. La deuxième nuit, il en frappa 3 de plus. L'un quittait l'appartement de sa petite amie. Gabriel le prit dans l'escalier, fit passer ça pour un vol qui avait mal tourné. Un autre dealait de la drogue dans un parc. Gabriel utilisa une arme silencieuse à 137 mètres, puis disparut avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. Le troisième essaya de fuir quand il repéra Gabriel approchant, mais on n'échappe pas à quelqu'un qui a passé 25 ans à apprendre à chasser des cibles humaines. Au 3e jour, les North Kings commençaient à paniquer. 8 de leurs membres étaient morts ou avaient disparu en 72 heures. Les membres restants étaient effrayés, suspicieux, regardant par-dessus leur épaule. Le détective Sears appela Gabriel. « Monsieur Price, j'ai besoin de vous poser des questions. Plusieurs membres du gang qui a attaqué vos fils ont été retrouvés morts ces derniers jours. Vous ne sauriez rien à ce sujet, n'est-ce pas? Aucune idée? Détective, j'ai été à l'hôpital avec mes fils. Vraiment? Parce que le personnel de l'hôpital dit que vous n'y êtes allé que 2 fois depuis la visite initiale. J'ai travaillé. Quelqu'un doit payer les factures médicales. Non. Travailler à votre atelier de moto. C'est exact. Sears resta silencieux un moment. Monsieur Price, je comprends ce que vous ressentez, mais si vous êtes impliqué dans ce qui arrive à ces membres de gang, vous devez arrêter, laisser le système judiciaire s'en occuper. Le système judiciaire n'a pas protégé mes fils, détective. Peut-être pas, mais la justice vigilante n'est pas la réponse. Ça vous rend aussi mauvais qu'eux? Gabriel raccrocha. Il n'était pas intéressé par l'équivalence morale. Ses fils étaient dans le coma parce que 30 membres de gang avaient décidé de les battre avec des tuyaux pour des raisons que Gabriel ne comprenait pas encore pleinement. Chaque membre des North Kings qu'il éliminait était une menace de moins dans le monde. Une personne de moins, qui pouvait blesser les enfants de quelqu'un d'autre. Le compte atteignit 15 à la fin du 3e jour. À mi-chemin, cette nuit-là, Gabriel visita ses fils à l'hôpital. Ils avaient l'air pareil, gonflés, bandagés, inconscious. Les machines respiraient encore pour eux. Shannon était là, endormie dans une chaise entre leurs chambres. Elle se réveilla quand Gabriel entra. « Du changement ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, essuyant ses yeux. Les médecins disent qu'il est trop tôt pour savoir. Il pourrait se réveiller, il pourrait ne pas. Et s'il se réveille, elle ne put finir la phrase. Gabriel s'assit à côté d'elle. Pendant un long moment,
Ils existèrent simplement ensemble dans le silence de l'unité de soins intensifs. « Quelque chose se passe ?» dit Shannon finalement. « Ce gang, celui qui a blessé nos garçons, il meurt. Les nouvelles en parlent. La police appelle ça une guerre de gang. » Mais elle regarda Gabriel. « C'est toi ?» ?»« N'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. « Gabriel, je ne te demande pas d'arrêter. Je te dis d'être prudent. Nos fils ont besoin de leur père. Ils ont besoin que tu sois là quand ils se réveilleront. Je le serai ? Promets-le-moi. »« Je te le promets. » Il quitta l'hôpital à 2 heures, rentra chez lui en voiture, descendit dans son sous-sol caché. La liste rétrécissait, 15 abattus, 15 affaires, mais les membres restants étaient plus durs à isoler. Ils se regroupaient maintenant, se déplaçaient en meute, armés et paranoïaques, temps de changer de tactique. Gabriel appela Brett. « J'ai besoin que tu fasses du bruit. » Fait circuler une rumeur que les East Side Boys font un coup sur le territoire des North Kings. Rends-la crédible. Ça va déclencher une guerre ? C'est le but. Le chaos crée des opportunités. 24 heures plus tard, la rumeur s'était propagée dans le milieu criminel souterrain. Les North Kings croyaient qu'un gang rival éliminait leurs membres. S'emparant de leur territoire, ils se mobilisèrent pour riposter. Gabriel observa depuis un toit tandis que 12 membres des North Kings chargeaient 4 véhicules armés d'armes automatiques, se dirigeant vers le territoire des East Side Boys. Il avait déjà passé un appel anonyme à la police sur une fusillade de gang imminente. Des voitures de patrouille interceptèrent le convoi 3 pâtés de maison avant leur destination. Fusillade, 2 membres des North Kings tués par la police. 4 arrêtés, facing plusieurs chefs d'accusation graves. 6 s'enfuirent de la scène. Gabriel traqua les 6 qui s'étaient enfuis, les élimina un par un au cours des 12 heures suivantes. Un tir de sniper ici, un couteau dans le noir là. L'un mourut dans ce qui ressemblait à une explosion de labo de méthamphétamine. Gabriel avait truqué la conduite de gaz dans la maison abandonnée où le gang cuisinait leurs produits. 22 abattus, 8 affaires. Et toujours, Ricardo Maldonado restait intouché, protégé par ses lieutenants restants, se cachant dans l'usine textile qui était devenue leur forteresse. Gabriel décida qu'il était temps pour une approche directe. Le 4e jour, à 23 heures, il conduisit jusqu'à l'usine, gara sa voiture 2 pâtés de maison plus loin, chargea ses armes, vérifia son équipement et se déplaça dans l'obscurité vers ses cibles finales. L'usine était gardée maintenant par des hommes effrayés, désespérés avec des armes automatiques. Ils avaient enfin réalisé qu'ils étaient chassés, mais le désespoir rendait les gens négligents et la peur les rendait prévisibles. Gabriel élimina le premier garde d'un tir à la tête silencieux à 36 mètres. L'homme tomba sans bruit. Le 2e garde textait, ne faisant pas attention. Le couteau de Gabriel entra dans sa gorge avant qu'il ne puisse lever les yeux. À l'intérieur de l'usine, Gabriel se déplaça dans les ombres. Il avait mémorisé la disposition depuis sa reconnaissance antérieure, savait où il serait, comment il se positionnerait. Il trouva 3 membres du gang au 2e étage, gardant l'escalier vers le 3e niveau où Maldonado se cachait. Gabriel utilisa une grenade flashbang, désorientée puis exécutée. 3 tirs, 3 corps, 2 gardes de plus à la porte de Maldonado. Gabriel vint par derrière, silencieux comme la mort. Son travail au couteau fut efficace, pratiqué, parfait. Puis, il enfonça la porte de la salle du trône improvisée de Ricardo Maldonado. Le leader du gang était là avec ses 2 derniers lieutenants. Tous armés, ils tendirent la main vers leurs armes. Gabriel les abattit avant qu'ils ne dégainent une balle chacun. Au centre de la masse, ils tombèrent. Ricardo Maldonado leva les mains, les yeux écarquillés de terreur. « Attends ! Attends ! Attends ! On peut en parler !» Gabriel ferma la porte derrière lui, la verrouilla, marcha lentement vers le leader du gang qui avait ordonné l'attaque contre ses fils. « Tu as blessé mes enfants ?» dit doucement Gabriel. C'était une erreur. « Mec, on pensait que c'était les enfants de quelqu'un d'autre. Ce dealer qui nous doit de l'argent, ces gosses vont à cette école. On pensait, tu as blessé mes enfants ? Je vais arranger ça. Ce que tu veux ? De l'argent, de la drogue. Je quitterai la ville, je disparaîtrai. Juste ne... » Gabriel attrapa Maldonado par la gorge, le souleva du sol et le plaqua contre le mur. Le leader du gang se débattit. Haleta griffa la main de Gabriel. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Soldat ?» demanda Gabriel, faisant écho aux mots de sa confrontation avec Maldonado des jours plus tôt, quand il avait pour la première fois traqué le gang et s'était révélé. Les yeux de Maldonado s'écarquillèrent de reconnaissance et de terreur. Gabriel sourit.
Puis il montra à Ricardo Maldonado exactement ce qu'un opérateur des Delta Force fait quand quelqu'un blesse sa famille. Quand Gabriel quitta l'usine à 2h37, les 8 membres restants des North Kings étaient morts. Il avait disposé leurs corps dans la salle principale. Un message pour quiconque les trouverait, Ricardo Maldonado assis sur son trône, yeux ouverts mais ne voyant rien, entouré de son empire déchu. Le compte était complet, 30 membres de gang. 96 heures, Gabriel brûla ses vêtements tactiques, nettoya ses armes, remit tout dans son sous-sol caché. À l'aube, il était de retour à l'hôpital, assis entre les chambres de ses fils, attendant qu'il se réveille. Le détective Sears arriva à 8 heures. « Monsieur Price, j'ai besoin que vous veniez au poste. Suis-je en état d'arrestation ? Pas encore, mais j'ai des questions. 30 membres de gang sont morts. Chaque single a un impliqué dans l'attaque contre vos fils. Ce n'est pas une coïncidence. On dirait que quelqu'un a nettoyé vos rues pour vous. Détective, ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice. Peut-être que la justice ne fonctionne pas. Sears l'étudia. Vous savez ce que je pense ? Je pense que vous avez fait ça. Je pense que vous avez traversé ce gang comme s'il n'était rien. Et je pense que vous l'avez fait si efficacement, si proprement que je ne pourrai jamais le prouver. Donc, je vous dirai ce que j'ai dit à mon capitaine. En ce qui me concerne, cette affaire est close. 30 gangsters se sont entretués dans une guerre de territoire. La ville est plus sûre pour ça ? Il commença à partir, puis se retourna. Mais si vous refaites jamais quelque chose comme ça, Monsieur Price, je trouverai un moyen de vous mettre en prison. Est-ce clair ? Limpide ? Le détective Sears partit. Gabriel reprit sa veille. C'est alors que son monde bascula à nouveau. À 15h47, le docteur Lake entra dans la salle d'attente. Son expression indéchiffrable. « Monsieur Price ? Madame Fisher ? J'ai des nouvelles. » Shannon attrapa la main de Gabriel, sa poigne écrasante. « L'activité cérébrale de vos fils a augmenté, » poursuivit le docteur Lake. « Nous voyons des signes positifs. Nous allons essayer de réduire la sédation, voir s'ils peuvent respirer seuls. C'est une bonne nouvelle. » Gabriel sentit Shannon s'effondrer contre lui, sanglotant de soulagement. Au cours des 12 heures suivantes, Matthew et Lucas émergèrent lentement de leur coma. D'abord Matthew ouvrit les yeux, confus et effrayé, puis Lucas, pleurant pour sa mère. Ils étaient vivants, conscience. Ils se rétabliraient, les médecins étaient prudemment optimistes. « Il y aura de la kinésithérapie », expliqua le docteur Lake, « des tests cognitifs. Un long processus de récupération, mais ils sont jeunes, résilients, ils devraient s'en sortir. » Gabriel s'assit entre les lits de ses fils, tenant chacune de leurs mains. Matthew le regarda avec des yeux qui paraissaient plus vieux, plus conscients. « Papa !» murmura Matthew, « qu'est-ce qui est arrivé aux méchants ?» Gabriel soutint le regard de son fils. « Ils ne blesseront plus jamais personne. » Matthew hocha légèrement la tête, comprenant plus qu'un enfant de 10 ans ne devrait avoir à comprendre. Pendant 2 jours, Gabriel se permit de croire que c'était fini. Ses fils se rétablissaient, les North Kings étaient éliminés, une version de la justice avait été rendue, puis son téléphone sonna à 23h52 le 6e soir, numéro inconnu. Et Price ? Monsieur Gabriel Price ? Une voix qu'il ne reconnaissait pas, plus âgé, parlant avec un accent suggérant des années de tabagisme et de violence. « Mon nom est Manuel Prince. Je suis le boss régional des Los Hermanos. Les North Kings travaillaient pour nous jusqu'à ce que vous les tuiez tous. » La poigne de Gabriel sur le téléphone se resserra. Los Hermanos. Il connaissait le nom. Opération majeure de cartel. Des centaines de membres à travers 3 États. Connexion avec des cartels mexicains. Efficacité impitoyable. J'écoute. Vous avez tué 30 de mes soldats. C'est mauvais pour les affaires. Ça me fait paraître faible ? Donc maintenant j'ai un problème et vous allez m'aider à le résoudre. Comment ça ? Vous allez mourir, Monsieur Price, et votre famille va mourir, et tous ceux que vous connaissez vont mourir. C'est la seule façon de restaurer le respect. Vous comprenez ? Je comprends que vous n'avez pas fait vos recherches. Les North Kings ont attaqué mes fils par erreur. Vous voulez escalader ça ? C'est votre choix. Mais comprenez quelque chose. Monsieur Prince, j'ai éliminé des menaces pires que vous dans des endroits pires que Portland. Venez à moi si vous voulez. Mais vous n'aimerez pas comment ça se termine. Manuel Prince rit. Un dur à cuire ? J'aime ça. Ça rend ça plus intéressant ? Voici ce qui va se passer. Demain soir, j'envoie 200 de mes gens chez vous, tous les soldats que j'ai dans la région. Nous allons entourer votre maison et nous allons vous brûler vif à l'intérieur. Votre ex-femme, vos amis, quiconque essaie de vous aider, ils meurent aussi. C'est votre punition pour avoir manqué de respect aux Los Hermanos. 200 soldats ? Hein ? C'est exact.
Vous êtes un dur, mais vous n'êtes pas si dur que ça. On verra. Gabriel raccrocha, s'assit dans l'obscurité de son salon, traitant l'information, 200 membres de gang descendant sur sa maison, une force écrasante conçue pour faire une déclaration. La plupart des gens fuiraient, iraillant à la police, se cacheraient. Gabriel commença à passer des appels. Le soir suivant, à 19h, Gabriel se tenait sur le toit de sa maison. Il avait passé la journée à préparer, à appeler des faveurs, à repositionner des actifs, transformant sa maison en quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Brett grimpa par la trappe d'accès. Il se mobilise. J'ai des yeux sur 6 endroits différents. Il charge des véhicules. S'arme. C'est réel. Je sais. Frère, on devrait t'évacuer. C'est du suicide. Non, c'est la leçon finale. Quelle leçon? Que tu ne menaces pas ma famille et t'en tires. En bas dans la rue, les premiers véhicules arrivèrent. SUV, berlines, pick-up. Tous remplis de membres des Los Hermanos, ils se garèrent en périmètre autour de la maison de Gabriel, bloquant chaque sortie. Des hommes émergèrent, portant des armes, pistolets, fusils de chasse, fusils d'assaut. Gabriel compta 50, 75, 150. Brett siffla. Jésus, Prince n'exagérait pas, c'est une armée. Gabriel sortit son téléphone, appuya sur un bouton. Maintenant, de 6 positions différentes autour du quartier, des phares s'allumèrent, des véhicules se mirent en position, des hommes émergèrent, portant de l'équipement tactique, pas des membres de gang, mais d'anciens militaires, Delta Force, Rangers, SEALs, Marine Recon, 35 anciens camarades de Gabriel, des hommes avec qui il avait servi. Des hommes qui avaient entendu ce qui était arrivé à ses fils et avaient offert leur assistance. « Personne ne menace la famille de mon frère », dit Brett en levant son fusil. C'est ce que j'ai dit aux gars quand j'ai lancé l'appel. Chacun d'eux est venu. Les membres du gang des Los Hermanos réalisèrent soudain qu'ils étaient ceux qui étaient entourés. La confusion se propagea dans leurs rangs. Certains tendirent la main vers leurs armes. Gabriel s'avança au bord du toit, visible sous les lampadaires, et sa voix porta à travers la nuit la voix de commandement de 1000 opérations de combat. Manuel Prince, je sais que vous regardez. Voici ce qui arrive quand on sous-estime un opérateur des Delta Force. Vous vouliez la guerre? C'est la guerre. Ce qui suivit dura 17 minutes. L'équipe de Gabriel s'était positionnée avec précision. Champ de tir croisé. Position de repli multiple. Communication coordonnée. Quand la fusillade commença, ce fut chirurgical. Les membres du gang, habitués à l'intimidation et à la violence non entraînée, se retrouvèrent face à des soldats professionnels qui avaient combattu dans les pires zones de combat sur Terre. Certains membres des Los Hermanos essayèrent de se battre. La plupart essayèrent de fuir. Quelques-uns essayèrent de se rendre. L'équipe de Gabriel traita ça comme n'importe quelle autre mission, neutraliser la menace, minimiser les dommages collatéraux, accomplir l'objectif. Les sirènes de police hurlaient au loin, se rapprochant. Gabriel avait chronométré ça parfaitement. Il avait appelé le détective Sears 90 secondes avant que les tirs ne commencent. Lui avait donné l'adresse, lui avait dit d'amener le SWAT. Au moment où la police arriva, le champ de bataille était silencieux, corps dans la rue, membres de gang blessés traités par les médecins de Gabriel, armes éparpillées partout. Et sur le toit, Gabriel Price avec les mains levées, se rendant pacifiquement, le détective Sears émergea de son véhicule, regarda le carnage, puis leva les yeux vers Gabriel. « Vous avez planifié ça? Vous les avez appâtés? Ils ont menacé ma famille? Détective, j'ai défendu ma maison? Doctrine du château. La loi de l'Oregon stipule clairement qu'un propriétaire n'a pas le devoir de se retirer face à une invasion de domicile. Ce n'est pas une invasion de domicile, c'est une zone de guerre. 200 membres de gang ont entouré ma maison avec l'intention de me tuer et de brûler ma maison. Je vous ai appelé avant que des tirs ne soient échangés. J'ai 35 témoins, tous anciens militaires, avec des dossiers impeccables qui témoigneront que les Los Hermanos ont initié les hostilités. C'est de l'autodéfense classique. » Gabriel descendit du toit, Brett à ses côtés, la police les entoura, mais Gabriel resta calme, mains visibles, non menaçant. « Où est Emmanuel Prince ?» demanda Sears. « J'ai des informations sur sa localisation. Je les fournirai en échange d'une immunité pour moi et tous ceux qui ont aidé à défendre ma maison ce soir. Vous n'êtes pas en position de négocier. En fait, détective, je suis en position parfaite. Vous avez 200 membres de gang, la plupart blessés, tous fassing de multiples chefs d'accusation. Vous avez des preuves d'une attaque coordonnée sur une maison civile.
Et vous m'avez offrant de vous livrer le boss de toute l'opération des Los Hermanos en Oregon? Je dirais que je tiens toutes les cartes. » Sears regarda son capitaine qui était arrivé avec des unités de renfort. Ils se regroupèrent, discutèrent, argumentèrent. Finalement, le capitaine approcha Gabriel. « Donnez-nous la localisation de Prince. Si votre information est bonne, nous envisagerons de réduire les charges. » Gabriel sourit. Manuel Prince est à l'hôtel Safe Harbor, chambre 347. Il regarde des flux de surveillance de l'opération de ce soir. Il a 4 gardes du corps. Il prévoit de partir pour le Mexique dans l'heure. La police se précipita à l'hôtel. Ils trouvèrent Manuel Prince exactement où Gabriel avait dit qu'il serait, entouré d'assez d'armes et de drogue pour le mettre à l'ombre à vie. Les flux vidéo sur son ordinateur portable montraient qu'il avait orchestré toute l'attaque sur la maison de Gabriel. Quand les arrestations furent finalisées, le bureau du procureur conclut un accord. Gabriel et son équipe ne feraient en face à aucune charge liée à la fusillade. À condition qu'ils témoignent contre la direction des Los Hermanos, le procureur appela ça l'un des plus grands coups de filet contre un gang dans l'histoire de Portland. Plus de 200 membres arrêtés, toute l'opération en Oregon démantelée, Gabriel Price devint un héros populaire et un compte de mise en garde simultanément. Les médias diffusèrent des histoires sur le vétéran des Delta Force qui avait détruit à lui seul un gang qui avait terrorisé Portland pendant des années. Les groupes de droit civique débattirent de la justice vigilante, les juristes débattirent des applications de la doctrine du château. Gabriel se fichait de tout ça. 3 semaines après la confrontation finale, Matthew et Lucas furent libérés de l'hôpital. Ils se rétablirent remarquablement bien. Quelques maux de tête persistants, encore besoin de kinésithérapie, mais vivants, entiers et à la maison. Gabriel convertit le sous-sol caché en un sous-sol normal, donna la plupart de ses armes à un musée militaire et se concentra sur son rôle de père. Price Customs continua d'opérer, bien que Gabriel embaucha du personnel supplémentaire pour gérer la charge de travail pendant qu'il passait plus de temps avec ses fils. Shannon ne revint pas vivre avec lui, mais ils maintinrent une relation basée sur la coparentalité et le respect mutuel. Leur fils avait besoin de stabilité, de normalité, d'une chance de se remettre du traumatisme. Un soir, 6 mois après que tout eut fini, Gabriel travaillait tard à l'atelier quand le détective Sears apparut. « Monsieur Price, ça vous dérange si on parle ?» Gabriel posa ses outils. « Que puis-je faire pour vous ?»« Détective, je voulais vous mettre au courant. Manuel Prince a été condamné sur 47 chefs d'accusation, complot, trafic de drogue, tentative de meurtre, crime organisé. Il a écopé de la perpétuité sans libération conditionnelle. L'organisation des Los Hermanos en Oregon est complètement démantelée. Nous avons fait plus de 300 arrestations dans les enquêtes suivantes. C'est une bonne nouvelle. » « Oui, » Sears marqua une pause. « Je voulais aussi dire que ce que vous avez fait était mal, illégal, dangereux. Vous auriez pu faire tuer des innocents. Mais je ne l'ai pas fait. » « Non, vous ne l'avez pas. Et la vérité est que les rues sont plus sûres maintenant. Ces gangs ont terrorisé cette ville pendant des années. Maintenant, ils sont partis. Donc, je voulais vous remercier officieusement et vous dire que si vous refaites jamais quelque chose comme ça, je vous arrêterai personnellement, officiellement. » Gabriel tendit la main. Sears la serra. Après que le détective fut parti, Gabriel revint à sa moto. Une construction personnalisée sur laquelle il travaillait pour un client, le mouvement répétitif de l'assemblage était méditatif, apaisant. Il trouvait la paix dans ce travail, dans la précision et le soin requis pour construire quelque chose de beau et de puissant. Son téléphone vibra. Un texto de Matthew. « Papa, peux-tu nous prendre au foot ? Maman est coincée dans les embouteillages. » Gabriel sourit, s'essuya les mains et attrapa ses clés, tandis qu'il conduisait vers le terrain de foot. Le soleil se couchant sur Portland, Gabriel s'autorisa un moment de satisfaction. Ses fils étaient en sécurité, les menaces éliminées. La vie était revenue à quelque chose ressemblant à la normalité, mais au fond de son esprit, il restait alerte, conscient, prêt, parce que Gabriel Price comprenait quelque chose que la plupart des gens n'apprenaient jamais. Le monde était plein de loups qui s'attaquaient aux moutons. Et parfois, pour protéger le troupeau, on avait besoin d'un chien de berger qui savait combattre comme un loup. Il se gara sur le parking du terrain de foot. Matthew et Lucas coururent vers le pick-up, sales et riants, se disputant sur qui avait marqué le plus de buts. Ils montèrent, remplissant l'habitacle de leur énergie, de leur bruit et de leur vie. « Je t'aime, papa », dit Lucas en bouclant sa ceinture. « Je t'aime aussi, papa », ajouta Matthew. Gabriel les regarda dans le rétroviseur. Ses fils vivants, en bonne santé et entiers. « Je vous aime tous les deux », dit-il, et les ramena à la maison.
C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai